pas décidé d'être très original, bien que ce soit une première pour moi, il me semble, de commenter un film sur cette chaîne, puisque j'ai décidé effectivement de vous parler du film Joker avec Joaquin Phoenix. Nous sommes le 18 octobre lorsque j'enregistre ce podcast et j'ai été voir le film pour la première fois hier au soir. Euh, je pense que c'est un film qui nécessite très largement d'être décanté et sans doute visionné plusieurs fois. Néanmoins, avec mon premier regard, ma première perception sur ce film, hier au soir, il est assez rare hein, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'audiovisuel en tant que tel, mais il est assez rare que je me déplace et que j'aille au cinéma. Là, ce fut le cas. De la même manière, je regarde très rarement, voire jamais, de critiques de films sur YouTube, encore une fois, simplement parce que je n'y suis pas habitué, c'est pas quelque chose que j'ai dans ma pratique, pas parce que j'y suis opposé du tout, hein, c'est pas le problème. Il faut faire des choix quand on a un emploi du temps chargé, c'est ce que je fais. Donc peut-être que je vais simplement ici dire des choses qui ont été dites et redites à maintes reprises par de nombreux commentateurs, j'en doute pas. Peut-être aussi que, par contre, je vais dire des choses qui peuvent apparaître complètement erronées, mais l'avantage d'une œuvre de fiction par rapport à des discours proprement politiques, voire philosophiques, eh bien, c'est que justement, ça se prête à ce genre d'interprétation, je pense, et c'est toute la force des œuvres de fiction au sens large. Donc ici, j'aimerais plutôt proposer un Joker à la lumière du matérialisme dialectique et historique, bien évidemment, avec bien des points. Bon, je signale d'emblée que très probablement, il va y avoir des dévoilements d'intrigues, hein. J'improvise ce podcast, toutefois, bon, ça va être difficile d'en faire une analyse sans dévoiler aucunement l'intrigue. Et donc pour ceux qui n'auraient pas vu le film et qui souhaiteraient le voir, eh bien je vous déconseille d'écouter la suite de ce podcast. Il y a plusieurs grands points hein, qui sont nécessaires d'aborder à propos du film Joker. Euh, euh, je m'arrêterai, disons, sur quatre grands points que j'ai en tête, ou au moins trois, à commencer effectivement hein, par quelque chose qui est évident et dont on ne peut pas se passer, à savoir là où les maladies mentales, dont Joker et en tout cas Arthur Fleck est ici chargé, d'accord? Arthur Fleck étant le nom du personnage interprété par Joaquin Phoenix avant de devenir Joker dans le film. Bon, je me contenterai de parler de Joker ici, même si évidemment il y a un passage hein, de Arthur à Joker qui est décisif. Après, il y a un problème, c'est aussi un film sur la reconnaissance, hein, un principe de reconnaissance décisif dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos, dont nous avons un cours complet de séminaire à ce sujet sur la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Et le dernier point, effectivement, c'est la question de la lutte des classes, bien évidemment, et du personnage d'Arthur Fleck comme anti-héros, et y compris aussi le Joker, et puis peut-être un dernier temps pour revenir sur le film et son esthétique. Donc la maladie mentale du Joker, bon le premier problème que j'y vois, alors je le dis d'emblée, hein, j'ai adoré le film, là encore je manque sans doute d'originalité, mais j'ai adoré le film à bien des égards, mais je tiens à garder ça davantage pour la fin, en pointant effectivement ce qui est sujet à réflexion dans un premier temps. Le premier problème, c'est pour moi dans ce film, c'est qu'on pourrait risquer de faire passer le social, pourtant omniprésent, hein, derrière le psychologique. Ce qui serait une analyse complètement erronée, et c'est d'ailleurs un reproche que je peux faire en permanence, hein. D'ailleurs, l'avant-propos de mon livre Faucon Rouge en faisait largement état. Mon dernier livre, Pourquoi je suis communiste, critique largement les approches psychologisantes hein, de phénomènes sociaux. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est, parce que là, effectivement, hein, j'ai abondamment entendu parler de Joker autour de moi, la question c'est, est-ce que c'est la maladie mentale qui crée un rapport social difficile, on va dire, pour Arthur, ou est-ce que c'est plutôt le rapport social qui crée la maladie mentale? Et je pencherais plutôt pour le deuxième côté, hein. On est dans la fin des années 80,
en pleine crise, encore une fois, du capitalisme, hein, qui n'est pas sans nous rappeler aujourd'hui, avec une crise sociale et une crise de sens extrêmement importante. Et moi, je maintiens, et je pense que ça, peu de critiques ont dû le dire, qu'un mode de production, et notamment le mode de production capitaliste, crée des pathologies physiques et psychologiques particulières, comme n'importe quel mode de production. Et ces pathologies, donc, s'inscrivent d'abord dans un rapport social qui est déterminé par le capitalisme, hein, parce que le capitalisme est un mode de production où règne en permanence le faux, hein. C'est un rapport de force déguisé, masqué, et ce rapport de force déguisé, pourquoi? Parce que, évidemment, dans la nature, dans l'état de nature hypothétique, il y a un rapport de force qui s'inscrit sur la contrainte, sur la force physique, sur l'obéissance stricte à nos besoins physiologiques. On ne peut pas faire sans, et puis le plus fort va l'emporter. Alors que dans le mode de production capitaliste, le rapport social est un rapport social qui se veut policé, civilisé, et où chacun aurait la possibilité d'une réussite sociale particulière. Or, et là je ne vais pas décrire tout ça maintenant, mais on sait bien que ça c'est masqué, et c'est ce que Rousseau montrait d'ailleurs très bien, d'accord, hein, dans le contrat social, montrer que finalement c'est un rapport de force déguisé, masqué, et je pense que Arthur Fleck dans ce film en est un exemple parfait, d'accord. Il y a ce désir, dont on va reparler plus tard, mais de reconnaissance, de réussite sociale finalement, et une entrave permanente, avec cette idée que simplement finalement en passant à la télévision, en allant avec Murray, qui est le présentateur incarné par Robert De Niro, et bien finalement il va pouvoir, hein, petit à petit, quelque part gravir les échelons, devenir un comédien et surtout un humoriste qui réussit, alors même que les entraves sociales sont omniprésentes et l'empêchent d'y conduire. Ce qui constitue nécessairement un ensemble de freins et de problèmes pathologiques. Alors, je suis ni psychiatre ni psychologue, donc je ne m'étendrai pas là-dessus, mais je pense que ce qui pourrait faire manquer vraiment le film, et ce qui, à mon sens, hein, nous fait passer à côté du film, c'est lorsqu'effectivement on vient placer la maladie mentale comme ce qui conduit Arthur Fleck à devenir Joker, ou la maladie mentale comme ce qui conduit nécessairement à ces excès de violence, et en tout cas comme quelque chose de premier, hein, comme si finalement le rapport social précaire et la violence étaient mises de côté. Or, Joker est dans un rapport social précaire et dans la violence, donc il est malade, et non pas l'inverse. C'est pas Joker est malade, ou en tout cas Arthur Fleck est malade, donc il s'inscrit dans un rapport social délétère. Or, on pourrait souvent avoir tendance à avoir cette lecture-là, non pas à cause du film, hein, c'est pas le film que je mets en cause ici, mais bien plutôt à cause d'une mauvaise habitude à tout psychologiser comme on le fait chez nous, hein, et par exemple les lycées sont un exemple catastrophique où on vient tout psychologiser chez les gamins, que ce soit de la surdouance aux problèmes de base, alors qu'en réalité souvent c'est des soucis purement sociaux en réalité. L'autre point marquant par rapport à ça aussi, c'est, on voit bien dans le film, finalement une médecine inadéquate, hein, parce qu'elle est mécaniste, elle est positiviste, et tout ça, j'ai montré en quoi ça pouvait poser problème dans mon dernier livre, et donc qui s'inscrit, en tout cas qui n'inscrit pas l'individu dans un rapport social, mais qui se contente de le réduire à de la matière brute. C'est-à-dire, voilà, vous êtes analysé comme de la matière brute, c'est-à-dire qu'on opère avec le problème clinique, le problème psychiatrique, à la manière quasiment dont on opère avec les sciences physiques, d'accord? À considérer le vivant, l'individu et sa psychologie comme une matière brute, physico-chimique. On le réduit à son aspect physico-chimique en oubliant l'apport social, l'apport symbolique, et à partir de ce moment-là, eh bien, voilà, Joker, enfin Arthur Fleck a 7 traitements différents, il prend 7 médicaments différents, et lui-même demande à avoir plus de doses parce que bah, bizarrement il ne se sent pas mieux. Et là, on a un réel aveu de l'échec de cette médecine inadéquate, mécaniste, positiviste, qui traite finalement l'individu comme un bout de viande, plutôt que finalement comme un être fait d'une sensibilité particulière, d'un être social, et d'un être social disposant d'une symbolique particulière qui renvoie à des préoccupations différentes. C'est-à-dire que c'est son impact social, ou son absence d'ailleurs d'impact social dans le monde, qui produit
ces maladies psychologiques, d'accord? Mais le psychologique n'est que le reflet, le réceptacle du social. Euh, la force du film à ce niveau-là, par contre aussi, c'est que la pathologie, à moins que je sois passé à côté, mais à aucun moment il n'est mis de nom sur la pathologie d'Arthur Fleck, et donc c'est quelque chose qui permet aussi aux spectateurs peut-être de se reconnaître dans Arthur Fleck à différents moments, et justement, si le spectateur peut s'y reconnaître indépendamment même du fait que lui-même connaisse des troubles psychologiques apparents, c'est parce que c'est le rapport social qui nous fait vivre ce malaise, d'accord? Quand il y a la scène où justement du meurtre dans le métro, la première attitude, ce réflexe, cette ambiguïté du personnage, la difficulté qu'il y a à saisir ce moment particulier, où dans un premier temps, bon, on se doute que c'est les trois branleurs les trois branleurs macronistes là vont probablement agresser ou en tout cas déranger physiquement, durablement cette jeune femme. Bon, il y a une ambiance qui se passe qui nous permet de nous reconnaître dans Arthur Fleck, dans ce malaise-là, indépendamment même de la maladie particulière. Et donc l'absence de pathologie fait que ça crée un espèce de patchwork où chacun, qu'il soit malade ou non, et espérons que la majorité des spectateurs ne le soient pas, est en capacité de se reconnaître. Bref, du coup, le premier volet pour moi, alors évidemment, hein, Joaquin Phoenix a un jeu, j'y reviendrai, absolument merveilleux, mais ça, bon, je suis pas le seul à le dire, donc bon, ça n'aurait aucun intérêt, encore une fois, de faire une vidéo pour dire ce qui a été dit 1000 fois. Donc bon, c'est tout simplement exceptionnel. Il incarne parfaitement bien on a l'impression qu'il... alors évidemment, comme tout le monde, j'imagine, là aussi, hein, on peut s'empêcher de penser à Heath Ledger, hein, tout au long du film. Et il est vrai qu'à certains moments, eh bien, bon, on se dit, la prestation d'Heath Ledger est quand même au-dessus. Il y a un truc là, c'est cette espèce de mimique permanente avec la langue, etc. Ce regard, mais finalement. Heath Ledger donne au Joker une espèce de mécanique, d'accord, qui fonctionne, qui est géniale. C'est une mécanique. Alors je dis peut-être des conneries, hein, c'est pas ma spécialité du tout, hein, le cinéma, mais une mécanique un peu à la Chaplin. D'ailleurs, on a les temps modernes dans le Joker de cette année. Euh, mais alors que finalement, Joaquin Phoenix donne une âme au Joker. On a ces plans fixes sur ce regard, sur ce sourire et ce désenchantement qui se dessine, qui se construit petit à petit, hein. Euh, et ça, c'est quelque chose de très très fort dans le film. Donc la prestation à ce niveau-là dans Joaquin Phoenix est d'autant plus importante qu'elle donne une substance au personnage au-delà de la simple mécanique. Elle lui donne une âme, et une âme qui se construit petit à petit, une subjectivité qui se construit vis-à-vis de ce rapport social. Par exemple, dans la scène aussi où, qui me revient en tête là, où il se fait virer par son patron, et où il lui dit, mais je me suis fait... Enfin, c'est pas là qu'il se fait virer parce qu'il se fait virer au téléphone, excusez-moi, hein, j'ai juste le film en tête d'hier soir, mais où il le menace d'être viré la prochaine fois, et parce que il tenait une pancarte que voilà, il se fait agresser, ça on le voit dans la bande-annonce, etc. Et il dit simplement, mais je me suis fait agresser, c'est pour ça que j'ai pas ramené la pancarte, etc. Et là on voit, bon là le travail de réalisation est aussi très bien fait, hein, sur ce gros plan, mais on voit finalement se dessiner la subjectivité intérieure du personnage, du fait même de ce rapport social conflictuel, violent, injuste, profondément grave au sens tragique du terme. Et finalement, bon, bah là, la prestation de Joaquin Phoenix, de toute façon, du début à la fin, il n'y a pas besoin d'en reparler, est juste exceptionnelle, hein. On a envie d'épouser ce jeu d'acteur, hein. Il suffit d'avoir joué quelques fois sur scène pour se dire waouh, d'accord, et avoir envie, avoir le désir de pouvoir réaliser un jour un truc pareil est juste extraordinaire. Bref, donc je passe là-dessus. Bon, on a un deuxième point qui est donc ce désir de reconnaissance extrêmement intéressant, et où là, sans doute, on peut davantage fixer l'apparition
effectivement du Joker, beaucoup plus à mon sens que dans la maladie mentale. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une profonde invisibilité, d'accord? Il le dit, hein, il le dit à plusieurs reprises, alors j'ai plus forcément les scènes en tête, mais Arthur Fleck le dit à plusieurs reprises, il y a cette invisibilité permanente, le fait qu'il n'avait pas l'impression d'exister, et puis finalement, par le meurtre, il finit par exister. Là, on a d'ailleurs, dans l'invisibilité, il y a aussi ce passage extrêmement important dans son carnet, là, quand il écrit, quand il dit le problème quand on a une maladie mentale, c'est que les gens veulent que l'on donne l'impression de ne pas en avoir, quoi, en gros, ou d'être normal, tout simplement. Hein. Et ça traduit bien quelque chose qui va au-delà, encore une fois, le simple psychologique, d'accord? C'est quelque chose qu'on pourrait, à mon sens, étirer très largement, encore une fois, sur le plan social. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une invisibilité sociale, hein, qu'est-ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes si ce n'est ça, d'accord? Lorsqu'il y a une invisibilité sociale, ceux qui ne sont rien, disait ce bon Macron, eh bien, euh, on donne l'impression que, eh bien, il faudrait que tout ça n'existe pas, d'accord? Que effectivement, quand vous avez une maladie mentale, eh bien, bon, vous allez faire comme si vous étiez normal et puis basta, quoi, parce que ça emmerde tout le monde. Et puis, au niveau social, c'est pareil. Vous avez des problèmes de précarité, vous avez des problèmes sociaux, vous avez des problèmes économiques, familiaux, etc. Eh bien, faites en sorte que ça n'existe pas, et surtout, le pouvoir politique est dans une négation permanente de l'existence de tout ça. Donc, il essaie d'invisibiliser au maximum notamment les couches populaires, à longueur de temps, en les ghettoisant, en essayant de ne pas leur donner la parole, en les ensauvageant, d'accord, hein, c'est ce qu'on a vu en permanence avec, avec les banlieues ces dernières années, d'accord, hein, on nous parlait d'un ensauvagement des banlieues, etc., et c'est exactement la même chose aujourd'hui qui se réplique sur les gilets jaunes, d'où la convergence possible, mais là n'est pas mon sujet. Et donc dans cette quête de visibilité, donc cette quête de reconnaissance, elle est extrêmement importante. Et elle passe par quoi? Elle passe par le meurtre, et donc la découverte du fait d'exister, à partir du moment où il cesse finalement d'être dans la posture de l'esclave, d'accord? C'est-à-dire de celui qui subit, de celui qui prend les coups pour finalement les donner. Et donc là, on a l'ascension d'un personnage, là aussi, hein, très très bien réalisé, avec ce passage notamment dans les marches, qu'on retrouve d'ailleurs hein, quand il termine d'assassiner le dernier petit macroniste là, de Wayne Corporation. Bon, il va remonter ses marches, et puis ensuite, il y a toujours cet escalier qui apparaît sur la couverture du film là, où finalement, eh bien, il y a cette montée progressive difficile, cette ascension sociale, ce manque de reconnaissance, et puis va y avoir la redescente des marches en Joker, où là, d'un seul coup, c'est une redescente des marches dansante, etc. Comme si finalement, il y avait un pied de nez qui était fait à cette ascension sociale dans un monde particulier, dans une petite reconnaissance d'une caste mondaine à laquelle Arthur Fleck n'arrivait pas à parvenir, pour finalement, eh bien, lui cracher à la gueule, tout simplement, sauter dans les flaques, jusqu'à, d'ailleurs, là aussi, un moment de réalisation très réussi, jusqu'à ce que dans la descente de ces marches, finalement, eh bien, les deux policiers interviennent pour casser tout ça et entreprendre une course-poursuite qui le ramène, encore une fois, dans ce monde qu'il commence à rejeter. Ce qui est intéressant derrière la reconnaissance, parce que je ne vais pas refaire ici toute la dialectique du maître et de l'esclave, mais par contre, c'est une reconnaissance qui s'acquiert, encore une fois, derrière un masque. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on a l'impression que dans Joker, il y a une succession de masques. Alors, le premier masque, évidemment, c'est celui d'Arthur Fleck, la quête d'identité, qui finalement, le plus souvent, entre dans un rapport social nécessairement masqué, tant par son métier, parce que comme il est clown, bon, eh bien nécessairement ça passe par ça, et même dans des rapports sociaux plus ordinaires, on pense par exemple à la scène de l'autobus avec l'enfant, où finalement, eh bien, le seul moyen qu'il a d'entrer en interaction avec l'enfant, c'est en faisant là encore des grimaces. Donc finalement, une identité qui se cherche, un rapport social qui ne se construit qu'au travers de l'enfance, hein, d'accord. On a l'impression que c'est un espèce de grand enfant qui discute avec d'autres enfants, et puis le fait de ne pas savoir comment... on voit ça aussi quand il va étudier les autres sketchs d'autres humoristes, et qu'il note par exemple blagues sexy font toujours rire. Et il a toujours un temps de décalage, donc il n'est pas du tout inséré dans le monde même adulte. Il voit les autres rire, donc il rit, mais il ne sait pas vraiment pourquoi. Donc il est obligé mécaniquement d'apprendre
qu'est-ce qui peut bien faire rire? Alors, et quand Bergson disait le rire, c'est de la mécanique plaquée sur du réel, eh bien là, on a un phénomène mécanique, mais désaxé par rapport au réel et qui se calque simplement sur une imitation de l'autre. Il y a une forme de, de phénomène autistique là aussi, de la part d'Arthur Fleck, très là. Et donc on a une succession, à mon sens, de masques. euh, et je dirais, alors là aussi, hein, une analyse sans doute plus détaillée de critique de cinéma et de visibilité davantage de fois du film pourrait apporter sans doute des césures beaucoup plus nettes. Mais il y a d'abord ce rapprochement du petit enfant qui cherche, hein, il y a la constante de la quête du père en permanence. Il y a l'enfant qui va chercher un père. Et donc ça, c'est d'abord le père, c'est Murray, d'accord, c'est Robert De Niro. Il y a ce premier masque qu'on se donne, et c'est en même temps Murray qui va donner son identité à Arthur Fleck, puisque c'est Murray qui dit moi je dis Joker, là, d'accord, en se moquant hein, de la prestation d'Arthur Fleck dans Le Petit Bistrot où il tentait de faire des sketchs. Et puis petit à petit, il va y avoir aussi la quête d'un père au travers de Wayne, hein, euh, avec une forme d'inception de la part de Penny, sa mère, hein, qui laisse entendre, du fait de ses troubles mentaux, etc., aussi que Thomas Wayne, le père donc de Bruce Wayne et donc de Batman, serait son géniteur au Joker. Et donc ça crée une espèce de schizophrénie aussi, schizophrénie parentale extrêmement importante. Mais on a cette succession de masques, d'abord de l'enfant qui aimerait faire rire hein, et qui cherche un meurer un père, puis finalement de Wayne, puis finalement l'adoption, puis finalement le masque du leader. C'est-à-dire que même quand, et j'y reviendrai après, quand Arthur Fleck devient le Joker et devient une espèce de leader d'une contestation et d'une révolte chaotique, ça se fait de nouveau derrière le masque, de nouveau derrière le masque du Joker, comme si finalement Arthur Fleck ne pouvait trouver à aucun moment une identité propre à Arthur et qu'elle était toujours masquée derrière cela malgré cette recherche de reconnaissance. Et en même temps, ça dit quelque chose encore une fois du rapport social, comme si finalement pour acquérir quelque chose dans le rapport social, il fallait toujours aussi le faire d'une certaine façon masquée. Hein, on pense à Descartes qui disait j'avance masqué, hein, pour ne pas subir les foudres justement de l'idéologie dominante et des pères de cette idéologie dominante de son époque qui l'auraient envoyé au cachot. Bon, du coup, ça, je trouve ça assez intéressant. Bon, je reste un peu sur ma fin, mais encore une fois, la force de l'œuvre de fiction, à mon avis, elle est là. Et puis bon, j'aimerais pas m'éterniser non plus. Et le dernier point, donc, enfin l'avant-dernier du moins, l'anti-héros et la lutte des classes. Bon alors évidemment, hein, Joker s'inscrit clairement comme un anti-héros, hein, d'accord, c'est-à-dire le héros qui n'a rien d'un héros, d'accord, ce n'est pas Ulysse, c'est le héros qui a rien et qui rêve sa vie en permanence et où finalement, eh bien, il est dans un nihilisme profond, une perte totale de la structuration, des valeurs, un chaos social complet, hein, j'y reviens pas. Mais ce qu'on voit effectivement, c'est aussi un véritable film sur la lutte des classes, à condition, effectivement, encore une fois, de ne pas privilégier dans un premier temps le rapport à la maladie, mais d'essayer de voir aussi ce qu'il y a autour. Ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que Joaquin Phoenix occupe l'image à longueur de temps, les scènes à longueur de temps, il est central, il est au centre des scènes, on ne voit que lui, il est omniprésent, et en même temps, il y a des éléments autour qui sont décisifs. Par exemple, la radio qui revient avec les actualités, les meurtres, le chaos, etc. Ça revient extrêmement souvent. Les manifestations autour, etc. Donc il est toujours l'élément central on adopte à longueur de temps son point de vue, hein, notamment lorsque, bon, ça c'est très très bien réalisé, mais j'en parlerai après, si j'oublie pas, lorsque on croit qu'il est dans cette relation amoureuse avec sa voisine, etc. Mais néanmoins, autour, il y a quelque chose qui nous dit, le rapport à la psy, etc., ou en tout cas à cette assistante sociale, nous montre bien qu'il y a une lutte des classes sous-jacente, et il y a le monde d'en haut avec Thomas Wayne, et le monde d'en bas, d'accord? Cette espèce de creuset qui revient très souvent dans la symbolique, hein. On a déjà ça dans l'or du Rhin, d'accord, hein, c'est-à-dire que finalement, pour accéder
à la joie des femmes, etc., à la cour, il va falloir que le nain de Lord-du-Rhin s'extirpe finalement du soubassement, de la saleté, de la crasse, hein, pour aller vers au-dessus. Et là, on a cette idée, effectivement, hein, qu'on retrouve chez de nombreux écrivains dans la majorité des films, etc., toujours cette symbolique, hein, qu'on pourrait qualifier aussi d'infra et de superstructure, quelque part, pas dans les sens de Marx ici, mais où justement il y aurait tout ce soubassement. Et ça se traduit comment dans le film? Ça se traduit déjà par la destruction massive des services publics, d'accord? Quand l'assistante sociale ou psy lui dit, bon ben voilà, on n'a plus de crédit, on ferme, donc on vous délaisse, vous retournez dans l'invisibilité la plus complète. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'elle dit, les gens comme vous, ils s'en foutent, mais aussi les gens comme moi, c'est-à-dire aussi les fonctionnaires finalement, d'accord? On s'en fout de nous, d'accord? Parce qu'on a l'impression qu'on peut s'en passer. Et alors j'ai plusieurs vidéos en chargement, mais je ne sais pas si j'aurais mis celle-ci en ligne avant ou non, mais autour de cette vidéo, je fais une vidéo sur la question de la police, avec les violences policières, etc. Et vous verrez qu'il y a des liens à faire dans tout ça. Et puis bon, ben voilà, il demande, mais comment je vais avoir mes médocs? Et ben finalement, tout le monde s'en fout. Et de toute façon, il avait 7 médicaments et ça n'y changeait rien au problème social. Bon, il y a une vraie question aussi sur la question des armes à feu qui préoccupe les États-Unis, effectivement, hein, puisqu'on remet une arme à feu à Arthur Flake, alors qu'il lui dit lui-même, mais j'ai pas le droit et tout. Et puis bon, on voit à quoi ça conduit, hein. Bon, je vais pas faire de tergiversation longue sur la question des armes à feu. On a très largement aussi ce côté lutte des classes qui s'inscrit justement dans le rapport entre Arthur Fleck et les trois types qui l'assassinent de Wayne Company, Wayne Corporation, je sais plus comment on dit. Et là, on voit bien l'idée, encore une fois, de dans une gare, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Macron, d'accord? Dans une gare, ici, une gare de métro, on croise ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Et ceux qui réussissent se permettent de piétiner abusément ceux qui, a priori, ne feraient rien. Et le discours de Thomas Wayne d'une rare violence, d'accord, pour dire que finalement, eh bien, ceux qui ne sont rien, ce sont des clowns. Là, on voit la patte macroniste. Et alors que les autres, ben, eux, se permettent, parce que c'est des petits cons qui ont l'impression de réussir, eh bien, se permettent d'être désagréables, violents et d'agresser et de faire chier tout le monde comme s'ils avaient tous les droits sur ce monde-là. Et ça brise en même temps aussi ce mythe américain, notamment dans les années 80, pour replacer ici le contexte du film, du self-made man, encore une fois, de celui qui réussirait tout seul par sa simple volonté, etc. Non, quand on est un gamin attaché, ligoté, un radiateur, frappé, qu'on vit dans de telles conditions, etc., on ne réussit pas par magie, d'accord? Il n'y a pas une réussite miraculeuse en absence de rapport social par la simple volonté du personnage. Bon, ce qu'il faut questionner, encore une fois, sans que je m'étende trop longtemps, c'est est-ce que le passage du malheur dépressif profond au discours politique sensé est possible, par contre? Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être interrogé. C'est-à-dire, est-ce que ce personnage sans éducation, malgré lui, avec les troubles psychologiques qu'il a, etc., est-ce que c'est vraisemblable de le faire tenir le discours qu'il tient chez Murray euh, quand, dans le talk show, où d'un seul coup, eh bien, il y a un discours politique assez sensé. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il réitère, avant même ce discours politique et avant cet assassinat brut, il dit «Je ne suis pas politisé». Et là aussi, hein, j'ai pas pu m'empêcher de voir des liens avec ce qu'on voit dans d'autres pays, mais je m'intéresse ici au cas de la France, avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui entrent nécessairement dans la vie politique, mais pas la vie politique politicienne, pas le professionnalisme politique, mais qui s'inscrivent dans un cadre politique, veulent faire entendre leur voix, veulent exister politiquement, et c'est ce que fait ce film, il fait exister politiquement des individus auxquels on ne donne d'ordinaire jamais la parole. Mais, mais en même temps, toujours cette idée de «Ah non, non, je ne suis pas politique» parce qu'il y a un manque de structuration claire et qui va conduire au chaos qu'on constate. Mais je termine sur la réduction psychologique. Pourquoi est-ce qu'elle est grave aussi? Parce que c'est ce qu'on fait à longueur de temps maintenant. Vous voyez, Apocalypse Hitler, ou le médecin d'Hitler, on nous dit que Hitler a fait ce qu'il a fait simplement parce que quand il était petit, il a été persécuté ou parce qu'il avait tel médoc, etc. C'est dramatique. Heureusement que ça ne se produit pas comme ça. Et je crois d'ailleurs que plusieurs psychiatres ont alerté là-dessus en disant non, c'est pas ça. D'où le fait qu'il faille d'abord davantage jouer sur le rapport social et le désir de reconnaissance pour comprendre, et là ça fonctionne, pour comprendre le passage de l'un en l'autre, hein, d'Arthur Fleck au Joker, pas le passage de l'un à l'autre, il n'y a pas de césure, mais c'est le passage de l'un en l'autre. Comment c'est travaillé à l'intérieur même d'Arthur Fleck la transition vers Joker, comme si Joker
était là en germe depuis le début et qu'il ne donnait effectivement qu'à naître sous cette forme-là. Le problème, c'est ce à quoi conduit, hein, dans ce rapport à la lutte des classes, ce à quoi conduit cette prise de conscience, c'est quoi? C'est un espèce de chaos qui n'est pas sans rappeler, hein, entre le chaos masqué des Anonymous ou de la Casa des Papel, d'accord? Un espèce de chaos anarchiste vain où finalement tout est détruit sans aucune structuration correcte. Bon, je vais pas faire davantage de politique ici. J'ai dit à maintes reprises à quel point il était nécessaire pour qu'il y ait une transformation politique ait lieu, que ça ne se passe pas justement par ces formes de chaos. Et là, on voit bien que finalement, ben, la lutte des classes se traduit ici par un rapport extrêmement chaotique, dangereux, et qui risque de mettre à mal toujours les mêmes. Et d'ailleurs, la continuité des Batman, etc., montre bien que finalement, il va y avoir une mainmise, par exemple, des services secrets, etc., afin de rendre encore plus invisibles ceux qui le sont déjà, au lieu d'une structuration révolutionnaire qui rende possible la mise à mal de ce mode de production profondément. Bon, je ne m'étends pas là-dessus pour ceux que ça intéresse, hein, j'ai fait 300 vidéos là-dessus, nous avons tous nos séminaires, mes livres, etc. C'est pas le propos d'aujourd'hui. Voilà. Bon, je vais essayer d'être bref pour terminer sur le dernier point. Alors, sur les trucs un peu plus fourre-tout, mais surtout sur l'esthétique du film, parce que l'esthétique du film, hein, j'ai dit à un ami en sortant qui me demandait mon avis en sortant de la séance, j'ai dit c'est génialement et esthétiquement violent. Euh, et moi, ça m'a rappelé, avec ma pauvreté connaissance cinématographique, ça m'a rappelé un peu Drive, et j'ai eu l'impression qu'il y avait une forme de pastiche aussi très très bien réussi, hein, d'accord? Pas un pastiche, au contraire, ça même rend même le truc assez génial, et ça complète tout ce que j'ai dit précédemment. Une forme de pastiche de Drive avec Ryan Gosling, cette relation impossible entre Arthur Fleck et sa voisine, alors même il y a cette scène où, en fait, bon, on découvre après que c'est lui qui se l'est imaginé, d'accord? Ou après avoir commis ses meurtres, eh bien il se sent beaucoup plus viril, on va dire, etc. Et où il rentre chez la voisine, il l'embrasse, etc. Bon, dans Drive, vous avez tous les clichés du bon film américain, où finalement tout cela n'est pas imaginé, mais se produit réellement, du bad boy qu'emmène la fille, etc. Alors que là, en réalité, bon, il y a un échec cuisant, il y a un échec total. D'accord, Arthur Fleck reste Arthur Fleck, et finalement, il y a cette impossibilité-là. Et cette forme de pastiche du film Drive, y compris dans la manière dont c'était cadré, dans cette représentation, dans les couloirs, la distance, la luminosité, etc. J'ai trouvé ça assez drôle. Alors sans doute que c'était pas du tout ce que le réalisateur avait en tête, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, Autre point, bon, il est très clair et tant mieux que cette œuvre de fiction n'est pas une œuvre à thèse ou un roman à thèse à la manière de Candide de Voltaire ou La Peste d'un Camus. Et justement, la force, encore une fois, de cette œuvre de fiction, c'est la polyphonie, hein. C'est-à-dire le fait de pouvoir, même si c'est centré sur la personne d'Arthur Fleck et le personnage du Joker. En même temps, il y a cette polyphonie, ce fait d'entendre différentes voix, etc., qui permet de s'intéresser profondément dans cette œuvre politique sans faire de la politique, c'est-à-dire de la petite politique. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire laisser des moments de blanc, laisser des intrigues ouvertes. Par exemple, est-ce que véritablement la mère d'Arthur Fleck est folle? Est-ce que véritablement Arthur Fleck n'est pas le frère de Bruce, ou le demi-frère de Bruce Wayne et donc de Batman, puisque elle prétend que c'est un coup monté de Thomas Wayne, etc. Hein, les regards les plus complotistes nous invitent à entrevoir cette possibilité, d'accord? Alors personnellement, j'avoue que c'était très intéressant, parce que là, bah, on ne sait plus où mettre les pieds, et c'est ça la force polyphonique et politique d'une œuvre de fiction, qui va au-delà de la vie politique, de la petite politique de bas étage, d'accord? Et de faire finalement un film ou un roman à thèse qui soutiendrait une thèse univoque et qui serait en fait l'équivalent d'un essai et donc une mauvaise fiction. Bon, en même temps, les scènes qui suivent où justement on voit tout l'imaginaire dont s'est constitué
Arthur Fleck, le processus d'adoption, les violences, laissent quand même penser que sa mère était aussi complètement barge. En tout cas, moi, peut-être de manière un peu trop rationnelle, c'est le parti pris que j'en ai, de penser que finalement, s'il y a une schizophrénie dans la relation paternelle et fraternelle qui se crée, c'est justement le fait de ce rapport social délétère et d'une construction psychologique, notamment dans son rapport à la mère et au père, qui est catastrophique, qui fait qu'effectivement, il va pouvoir garder en tête cette possibilité d'être le frère d'eux, mais en même temps, j'ai l'impression que le doute est levé et qu'en fait, effectivement, sa mère était juste complètement folle et que donc, finalement, ça ne tient pas la route, il n'est pas le frère de Batman. Enfin, bon, je me trompe peut-être. Mais c'est la piste que je préfère envisager visiblement. Bon, pour terminer, le rôle de Joaquin Phoenix, je vais pas y revenir. Bon, voilà, hein, magistral, hein, c'est pas à moi de décerner les bons points à ce niveau-là. Simplement, voilà, c'est vraiment. On aurait peut-être envie par moment de se plonger davantage encore dans la folie du personnage. C'est peut-être le truc. À titre personnel, et pourtant à plusieurs moments j'ai été, notamment dans les cas d'agression, etc., au ciseau ou le meurtre de Murray, etc., moi aussi j'ai été saisi, ça a bien fonctionné sur moi, j'ai été surpris. Toutefois, j'ai l'impression que parfois on aurait eu envie de plonger davantage encore dans la folie du personnage, de partir avec lui, etc., d'être complètement emmené dans cette folie, et ça a par moments un peu manqué, j'ai l'impression. Bon, ce qui est sûr aussi, hein, je terminerai là-dessus, c'est qu'il y a une esthétique prodigieuse. Hein, le cadrage, le travail de l'acteur, hein, sur ce travail de sourire, sur le travail de l'âme, des yeux, de la subjectivité, j'en ai parlé, sur le travail des couleurs, parce que c'est un film effectivement très sombre, mais qui contraste, hein, avec ces effets de lumière, de couleur, etc., ce qui est extrêmement intéressant. Et puis bon, bah, je terminerai par dire que c'est assez rare que j'ai très rapidement envie de re-regarder un film. Et là, pourtant, c'est le cas. Et bon, j'étais plus trop sûr, parce que j'ai découvert très tard en fait, hein, ça fait à peine un mois que j'ai découvert Joaquin Phoenix aller jouer le Joker. Et au début, bah, j'étais plutôt très enjoué à l'idée que ça ait lieu. Euh, et en même temps, bon, j'ai mis du temps à pouvoir y aller le voir, hein, du fait de contraintes familiales, etc. Euh, j'avais peur de regretter un peu, et pas du tout. J'ai très envie de le revoir, et peut-être que ce que j'aurais dit là aussi viendra pour certains points à s'accentuer, se préciser, et dans d'autres cas se nuancer. Bref, j'en termine là, parce que ça va déjà faire un très long podcast. Bon, dites-moi si ça vous a plu ou non. Dans tous les cas, j'ai aucune idée de si je réitérerai, hein, parce que déjà, bon bah voilà, ma pratique euh, cinématographique est plus qu'irrégulière, et puis en plus de ça, bon, c'est pas forcément quelque chose dans lequel j'excelle, on va dire, je pense. Et là, simplement, ça me semblait intéressant d'y revenir du fait, eh bien, de la puissance médiatique d'un tel film et des répercussions politiques qu'il peut avoir ou qu'on peut imaginer. Bon, voilà. Bon, en tout cas, je termine aussi par dire que c'est évidemment pas un modèle du genre dans la structuration politique, et qu'au contraire, encore une fois, on voit bien à quoi conduit le chaos anarchiste, et que donc en ce sens-là, il faut à tout prix une structuration révolutionnaire qui ne conduise pas à ce type de chaos et qui permette réellement une transformation sociale et politique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté si vous m'avez écouté jusque-là, et à très bientôt.